Parler de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, on va vous poser la question, comment vous avez trouvé cette musique? Bonjour d'abord, bonjour chez les Bonjour à vous. Bah, honnêtement, hein, je ne suis pas du même avis que Stéphane. Pourquoi? C'est du gros n'importe quoi. Ah ouais, tu trouves? Pourquoi? C'est des adultes qui prennent des bouts de bois, avec même pas un fil, c'est un filet, et puis des petites casseroles, on dirait des petites boîtes de tomates, les jeux de cuir. Mais ils sont tournés mondial avec des œufs de cuir. Bon, la limite, quand c'est un enfant qui fait ça, ah, tu ne veux pas grandir, mais quand c'est des adultes, des grands avec les Mais micros. c'est de la recherche musicale, c'est une vibration musicale. Bon, déjà que les Européens... Vous aimez la musique? Oui, j'aime beaucoup la musique, même D'accord. acoustique, hein, je l'écoute. Ouais. Mais les Européens, ils aiment tout ce qui est nouveau, insolite. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont une tournée musicale. Mais sinon, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de base. Mais c'est ça la musique. La musique, c'est pas que le texte, c'est les vibrations sonores qui donnent un rythme. Non, parce qu'avec la petite histoire de Picasso, voilà, où vous étiez en train de dire qu'il faut quand même un message, mais là, j'ai pas... Mais le message, c'est ça. Le message, il est évident, là. Le message, c'est justement, c'est du recyclage et redonner de la vie à quelque chose qu'on jette. Ça, c'est un message fort. Ah, Très fort, voilà. Et c'est écologique aussi. Voilà, c'est très fort, ce message. Et en plus, en musique, c'est révolutionnaire, carrément. Insolite. Non, Insolite, oui. révolutionnaire. Ah oui, Stéphane, quand il est passionné, il te dit c'est spirituel. Ah ouais, c'est ça, il faut écouter avec des bouteilles. Non, c'est un jour. Donc n'oubliez pas, retenez bien ce groupe, c'est Kokoko. Si un jour ce groupe passe au Nigeria, au Ghana, dans votre pays, franchement, allez-y. C'est vraiment de la bonne capacité. Parler d'abord, musicale. regarder avec curiosité les. Voilà. Ouais. Et c'est pas Il joue sur quoi? Oh, regardez la guitare! Ouais. Franchement, les Et enfants c'est en train de électrique, s'enjailler. attends, imagine. Oui, ça c'est vraiment pour les vacances, pour les enfants qui sont déjà en vacances là. Ce serait bien d'amener. On voit déjà que tout petit, ils aimaient sûrement. Ils Des ont quand jouets. même pu Attends, enlever. il scratch quand même, avec une hein. bouteille, avec une boîte. Ah ouais, c'est Et puis avec un. Elle n'est pas nettoyée ou franchement. bien la boîte de conserve. Mais justement, il scratch C'était une boîte avec de et c'est tomates, électrifié. Il y a un micro. Regardez Ouais, vous-même boîte comment de c'est trop. tomates. C'est ingénieux, c'est des scientifiques. D'olive noire. C'est scientifique. Oui, d'olive noire, on dirait. Les jeux de cuir. C'est scientifique, quoi. Oui, c'est C'est spirituel. C'est de la recherche. Oui, Et c'est de la bien sûr. recherche Oui, non, mais musicale. c'est ça, oui. Tu vois, Ouais. et franchement, quoi. Il n'y a pas que demander de mieux que ça. En fait. Voilà, c'est super. Ah, J'adore. C'est de la recherche. Ouais, c'est de la recherche. Alors, Mimi, Oui, on va on a poussé continuer. l'accélérateur. Bien oui. sûr. Là, on va ouvrir une page de l'histoire avec un professeur on va aller un peu dans le domaine intellectuel. Et on parlait tout à l'heure avant, qu'on parlait de cochon, Picasso, je sais pas je sais pas, Picasso. On parlait de pensée. Mais là, on va parler de l'éveil de la pensée avec le professeur Mamadou Diouf qui nous parle. On regarde. Alors, on parlait justement de Mamadou Diouf, qui est un professeur justement des études africaines de la famille, de l'ethnie, directeur des instituts des études africaines et professeur d'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ses recherches portent sur l'histoire urbaine, politique, sociale et intellectuelle de l'Afrique coloniale et de post-coloniale. Ses ouvrages les plus récents sont La Constitution de l'État au Sénégal, écrite par Mac Diop et Cruz Obiang. Et cependant, il nous parle de la pensée insurrectionnelle. Et il a très raison parce que aujourd'hui, s'il faut qu'on passe à une autonomisation collective en tous les domaines politiques, social et je dirais intellectuel, il faut que notre pensée s'éveille. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de la pensée, et aujourd'hui, je dis, pour avoir un modèle économique, une idéologie africaine, il faudrait que notre pensée essaie de s'éveiller, aille au-delà des concepts que nous avons toujours épousés, qui ne sont pas forcément les nôtres, comme le capitalisme, le communisme, le socialisme. Donc aujourd'hui, même historiquement, sur la base, il faudrait que on essaie de situer justement les penseurs africains à penser Afrique, et ça, il faut l'éveil de la pensée, donc une pensée insurrectionnelle. Et en fait, il dit qu'il ne faut pas arrêter de penser, il faut penser de manière continue. Il faut penser de manière continue, mais penser différemment. C'est-à-dire il faut avoir une pensée autre que celle qui a constitué l'Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, est
elle souffre de ces mots parce qu'on a voulu, parce qu'on a même pensé à notre place. Voilà, on a un mode de développement qui ressemble à l'occidental. Hein, voilà pourquoi. Et entre-temps, elle a échoué. On sait que le développement occidental a échoué. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore posé notre pierre à l'édifice en tant qu'Africain. Et ça va se faire par la pensée. Donc, il faut une pensée insurrectionnelle. Il faut penser autrement. Il faut l'élévation aussi de la pensée et penser propre et nous. Et voilà, agir avec notre propre faculté. Voilà. Chelem Bazogo, Mamadou Diouf parle justement de pensée insurrectionnelle. Il faut penser différemment. Quel est votre regard dessus? Je suis d'accord avec ça parce que si nous avons tous la même pensée, on ne pourra pas développer chacun de nous une certaine particularité. Donc déjà moi, j'ai une pensée particulière dont je peux dire que j'ai une pensée insurrectionnelle. Vous également, Stéphane, je vous vois beaucoup plus axé là-dessus. Et à ce moment, avoir une pensée différente des autres, des différents horizons et des différents continents serait un apport, déjà pour nous, Africains, serait aussi un plus, je le dirais bien. Donc le fait justement que tout le monde puisse avoir... c'est-à-dire que, bien sûr, on parle de l'éveil de la pensée, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, pour exactement, parce qu'il faut considérer la différence. La différence est une richesse. Il faudrait que, justement, avec ce qui a tué l'Afrique aujourd'hui, pour moi, c'est quoi? C'est parce qu'on a voulu, à un moment donné, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des idéologies qui se sont confrontées. Il y a eu d'un côté les communistes, donc une pensée venue de l'Est de l'Europe, et une autre pensée qui est venue de l'Ouest du monde, donc les États-Unis, voilà, l'Angleterre, qui est le capitalisme, et voilà, qui ont été imposés à l'Afrique. Donc voilà, nous on a gobé tout ça, on a voulu se développer et avoir une démocratie avec ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, justement, ça nous pénalise parce qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas assumé le fait que nous, on avait une organisation différente que ce qu'ils nous proposaient. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons foncé. On a pensé à notre place. Oui, on a pensé à notre place et nous avons foncé contre le mur. Et aujourd'hui, excusez-moi, dans les États africains aujourd'hui, la fonction publique qui est un produit carrément de la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, c'était ça. Lorsque, comme on appelle, l'indigène travaillait, on te rémunérait chaque fin du mois. Voilà, c'était du genre la fonction publique qu'ils ont imposée. Elle est morte en Afrique parce qu'on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat aujourd'hui. Entre-temps, on sait que l'Africain est entrepreneur depuis le début. La maman qui va au champ, elle n'a pas besoin qu'on lui verse un salaire ou bien aller être enregistrée dans un ministère pour travailler. Donc, c'est justement, on n'a pas pu faire face à ce genre de fonctionnement. On a plus épousé un modèle qui est étranger, dont on s'embrouille. On parle de démocratie aujourd'hui. C'est très bien la démocratie. Moi, je suis un démocrate, j'aime la liberté. Mais la démocratie, elle est vue qu'elle est perçue comment en Afrique? Est-ce que c'est la démocratie dont nous, on aspire à avoir et elle est égale et elle ressemble à la démocratie occidentale? C'est ça le problème. Maintenant, lorsqu'on veut aller dans une démocratie qu'on ne comprend pas, parce que on quitte de nos petits royaumes-là, notre chef, nous, c'était organisé par des royaumes, pour aller dans un mode de république, justement, qu'on ne comprend pas forcément. Ça ne peut que nous embrouiller. Voilà, mais justement, Stéphane Chelem Bazogo parlait de l'éveil de la pensée pour tout le monde. L'Africain, avec cet éveil de pensée, va forcément, par effet ricochet, changer la pensée de tous ceux qui sont autour de l'Europe, des Européens, des Américains. Il y a eu des Africains qui ont changé, qui ont amené une pensée insurrectionnelle, justement une pensée insurrectionnelle. Je pense à Onégus Haïlé Sélassié, je pense à Sankara Kwame Nkrumah, c'est des Africains à une époque donnée qui ont eu une pensée insurrectionnelle, mais malheureusement qui ont été combattus par les Occidentaux, parce que justement cette pensée elle est à l'encontre justement des chefs d'État, des chefs d'État européens et aussi des chefs d'État africains qui étaient complices d'un système qui a fait en sorte que leur pensée surrectionnelle en connu une limite à une certaine époque. Oui. Mais ce qu'on va dire, c'est que en fait, pour asseoir le néocolonialisme, ils ont combattu justement cet éveil de la pensée africaine à une certaine époque. Et chez vous aussi les femmes, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de femmes aujourd'hui, comme Mimi, comme Ice Baby, qui sont devant les plateaux télévisés, qui essaient de parler, qui se battent à leur niveau pour que l'Afrique trouve un modèle. C'est très révolutionnaire et très insurrectionnel, parce que à l'époque, une certaine époque, les femmes, on n'avait pas une vision focalisée sur les enfants féminines dans ce sens. Et aujourd'hui, on a compris aujourd'hui que l'Afrique ne peut que se lever, ne peut que fonctionner véritablement que si elle a une pensée
insurrectionnelle. Et c'est Est-ce cette pensée qu'on que peut nous- dire que lorsqu'on parle par exemple du panafricanisme, est-ce qu'on peut dire que ça contribue justement à cet éveil c'est même, de la pensée? c'est même ceux qui contribuent, c'est même l'unique moyen de contribuer à l'unique moyen, c'est même parce que le panafricanisme c'est une idéologie et c'est une idéologie insurrectionnelle parce que justement l'Européen lui il est venu avec une certaine division de l'Afrique pour mieux régner. Mais le panafricanisme aspire à ce que l'Afrique s'unisse. Voilà. Donc déjà elle est déjà insurrectionnelle par rapport à l'idéologie déjà occidentale. Donc il n'y a que par le panafricanisme qu'on peut s'émouvoir et qu'on peut justement être présent et impacter le monde. On peut être une puissance continentale, hein, rien que par le panafricanisme justement. Il y a eu des écrivains comme Marcus Garvey qui ont écrit dessus. Voilà, et j'invite justement les Africains à lire Marcus Garvey pour avoir justement cette pensée insurrectionnelle qui peut être bénéfique pour, voilà. pour le continent. Steve Biko aussi, c'est... Exactement, c'est le Black pensée, Consciousness a eu une pensée surrectionnelle parce qu'à l'époque des Bourques contre de l'apartheid justement, lui il était contre ce régime-là et il se voyait en tant qu'homme libre et c'est une action insurrectionnelle. Voilà. Oui. Et surtout lorsqu'on sait, parlant de Steve Biko, lorsqu'on sait, on a parlé la semaine dernière des massacres de Soweto, ils étaient justement soutenus par la conscience noire et c'était ça justement, c'était l'éveil de la jeunesse africaine. Oui, c'est l'éveil de la jeunesse africaine. Pendant ce temps de l'apartheid. Et ça doit continuer jusqu'à notre... Ça doit continuer parce que déjà le changement, c'est nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à... Est-ce que je fais est-ce que je m'aligne? Est-ce que je m'aligne? Qu'est-ce que je fais? Voilà pourquoi moi je suis un peu contre, excusez-moi de dire ça, je suis un peu contre tout ce qui est dogme pour moi. Parce que le dogme n'a pas d'interrogation. Parce que quand on parle de dogme, on ne parle pas de pensée surrectionnelle. Parce qu'on ne fait que croire, on ne fait qu'obéir, on agit. Mais justement, on parle beaucoup de dogme, voilà. Notamment dans la foi. Dans la foi. Et j'estime que si Dieu nous a donné quand même un cerveau, il nous a donné un gros point d'interrogation dans la tête. Et si ce gros point d'interrogation dans la tête a un sens, il faudrait qu'on se questionne. Que bon, ok, d'accord, je crois, c'est vrai, mais est-ce que quand je crois, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que j'amène la population dans quelque chose de bien? Ou bien je les amène juste comme des moutons? Oui, mais après, je pense, comme tu dis, ça vient d'abord de soi, de chacun. Oui, bien sûr. L'éveil commence par soi-même, et ensuite... Voilà pourquoi moi j'aime bien la dialectique du maître de l'esclave de Hegel, qui est un magnifique bouquin pour moi, parce que déjà, il te parle de l'interdépendance. Voilà, de l'interdépendance. Si l'esclave continue à agir en esclave, parce que déjà le maître est esclave de l'esclave et l'esclave est esclave de son maître. Parce que déjà si le maître meurt par exemple, l'esclave, ce système n'a plus de sens. Il n'y a plus d'esclavage. Et si justement l'esclave aussi part, il n'y a plus de maître. Donc voilà. Après, la question c'est que est-ce qu'on continue à être esclave ou à être maître? Et là maintenant, pour que l'esclave se délivre, il faut une pensée insurrectionnelle, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Vraiment, tout à fait. Merci. C'est gratuit, Mimi. J'ai les fait pour tes beaux yeux, tu sais. Voilà. Et j'adore tes yeux, voilà. Merci, Stéphane. Tes yeux m'inspirent, tu sais. Tu vois, non, le cœur. Non, c'est bon, Stéphane. Ok, j'ai compris, c'est bon. C'est dommage. Voilà. Oui, c'est dommage, mais voilà, j'ai compris, Stéphane. Mes yeux t'inspirent. Ok, d'accord. Ouais. On peut continuer? Ouais, on ne peut pas continuer parce que tes yeux, franchement, j'aime bien tes lèvres, j'aime bien le rouge à lèvres. C'est quelle couleur déjà? C'est quelle couleur? Elle avait dit quoi la dernière fois? C'était quelle couleur encore, s'il te plaît? Non, Stéphane, on va continuer. Bon, je sais, on va continuer. Pardon? Rose fuchsia. Ah, du rose fuchsia. Tu ne vas pas t'y mettre aussi. Hein? Non, je donnais juste la couleur. Hein. Voilà, d'accord, ok, on est... Non, Stéphane, on a compris. On a compris, la philosophie est finie, on a compris. Oh non, c'est pas la philosophie, c'est pensée insurrectionnelle. Moi, j'aime bien l'amour. Voilà, oui, ça c'est une pensée insurrectionnelle. Non, c'est une pensée amoureuse. J'aime bien l'amour. Tu sais, l'amour. Oh, tu t'en fous de l'amour? Ah, c'est deux. Chers téléspectateurs, Mimi, non, toi, on sait que toi, tu adores l'amour, plus que toi, tu aimes le pratiquer au quotidien, l'amour. Justement, l'amour, c'est quelque chose de particulier. En fait. Non, Stéphane, écoute. Je cherche un truc. Balater, Stéphane, s'il te plaît. Balater! Oh là oui, là, j'aime bien la continue, laisse Stéphane. Tu cherches la terre en plus? Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose avec Chelem Bazogo. On va continuer, Stéphane. Alors, Chelem Bazogo, vous allez vous présenter à nous, téléspectateurs, à l'Afrique qui vous regarde et au reste du monde. Je suis Chelem Bazogo. Je travaille au ministère de la Communication, secrétaire à la télédiffusion du Gabon.
Alors, je suis née avec, moi je préfère le dire comme ça, je suis née SS. C'est-à-dire que je suis née drépanocytaire, je suis homozygote. Donc, pour moi, la drépanocytose, cette journée est une journée assez particulière parce que, bon, dans mon enfance, hein, j'ai vécu quelque chose d'assez terrible. Le rejet, tout ce qui concerne, enfin, comme un peu quelqu'un qui est en aparté, où tu ne peux pas trop être avec les autres. J'ai vraiment eu une enfance assez compliquée, mais bon, grâce à Dieu, je me suis sortie de là, je ne fais plus de crise. Et c'est pour ça, en fait, que j'essaye de me lever, moi, de mon côté, pour les autres personnes qui sont toujours continuellement malades, qui font toujours des crises vaso-occlusives, et ce sont les crises les plus compliquées de la drépanocytose. Alors, vous avez parlé de votre enfance. Comment se passait vous avez parlé de rejet. Vous n'étiez pas une enfant comme les autres. Comment ça se passait de manière C'était concrète? surtout au primaire, hein, parce qu'au primaire, à l'époque, bon, je ne sais pas si tout le monde a vu les drépanocytaires, mais à l'époque, moi, physiquement, je n'étais pas comme vous voyez. J'avais un ventre, une tête, des yeux très, très jaunes. C'était l'ictère qui était super élevé. Et je me rappelle au primaire, en CE1, les autres, quand je venais pour jouer avec, je faisais déjà signe ah, la drépanocytaire arrive. Donc c'était comme une injure en fait, et ça ne pouvait pas permettre à quelqu'un d'évoluer normalement. Moralement, tu es déjà abattu, tu es déjà comme si on te coupait du monde, et c'était pas facile. Parce que même les maîtres, on les appelle les maîtres, les enseignants te prennent aussi, bon, elle peut pas trop se mettre dans les activités sportives ou éducatives parce qu'elle est malade. On savait pas trop quoi, à l'époque, qu'est-ce que c'était la drépanocytose. Et aujourd'hui, ben, c'est un poids que je soulage de par mon association en aidant les autres, parce que je vois aujourd'hui au quotidien ces personnes, ces familles qui le vivent, mais qui ont honte de s'exprimer, de dire que oui, moi je suis drépa, ou bien voilà, mon enfant est drépa, je l'assume. Et moi je dis, il faut l'assumer, hein, il faut assumer son statut de drépanocytaire et s'affirmer. Parce que ce n'est pas une fatalité d'être drépa. C'est comme si, bon, on vous diagnostiquait un diabète, et puis, bon, voilà, vous allez suivre la cure. Mais les trois quarts des personnes que vous allez rencontrer, lorsque vous allez lui dire, tu es drépanocytaire, il va faire, oh non, pas du tout. Mais non, tu ne peux pas renier ce que tu es. C'est comme si tu renies tes racines, ta personnalité, en fait. Le fait d'être quelqu'un de drépanocytaire m'a conduit à me dépasser, à dépasser mon côté émotionnel, mon côté sentimental, à dépasser également le regard d'autrui. Comment on va me regarder, comment on me perçoit. Donc ce côté, c'est un point positif aussi pour moi, parce que c'est comme un challenge que je me suis donné en me disant, bon, ok, je suis malade, je fais des crises tout le temps, je joue pas avec les voisins, etc. Mais je suis moi. Et ça, personne ne peut le changer. Alors, vous parlez de vous, c'est dans le cercle familial. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Comment vos parents aussi ont vécu votre drépanocytose? Excusez-moi, mais j'ai perdu 2 frères, mais parce qu'on était 3 à être SS. Donc, mon frère avant, il est mort, j'avais 8 ans. Et celui après moi, ils sont morts de la drépanocytose. Et mes parents ont eu... bon, vraiment, c'est des parents formidables. Ils étaient toujours là. Parce qu'il y avait des périodes même, on en riait souvent, où quand je fais une crise, mon frère fait une crise, on est dans la même chambre, on est des lits à côté. Bon, nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Nous, on est juste malade, donc on se raconte que, ah, mais tu as mal où là? Ah, j'ai mal au bras. Et moi, je lui dis, ah non, j'ai mal à la hanche. Et puis les parents, eux, ils sont là, ils vous regardent. Mais les enfants, ils ne savent pas que, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore de médicaments. Ils peuvent y rester. Et malheureusement, mon frère, il est parti. Et mes parents ont eu le premier choc. Et lorsque le second est parti, c'est vraiment la famille a eu... on a quasiment été divisés, je peux le dire ainsi. Parce que tout ce qui est spirituel est arrivé. Voilà, c'est elle qui veut donner. Voilà, non, si l'enfant manque de sang, c'est un serpent. C'est des choses que tout homme africain vit, mais ne peut pas exprimer lorsqu'on est face à la maladie.
Mes parents ne pouvaient pas expliquer pour dire, en fait, les enfants, ils sont juste malades. C'est un problème de sang, c'est pas un serpent mystique qui vient sucer et puis voilà. Mais ils ne pouvaient pas le dire de cette manière, donc ils ont supporté les coups. Mais on a grandi dans un environnement vraiment hostile autour de nous. Mais mes parents étaient des personnes formidables. C'est des personnes formidables, beaucoup d'amour de mon père. J'ai vraiment été encadrée de ma mère, elle était toujours là parce que maman, elle était infirmière à Jeanne-et-Bory. Et maman a beaucoup donné d'elle, de son temps, de son énergie, de tout, oubliant même qu'il y a d'autres, parce que hormis les 2 autres qui sont morts, j'ai d'autres frères et sœurs. J'ai une aînée qui est AS, mais elle n'a jamais fait de maladie parce que son S est récessif, donc elle ne fait pas de maladie. Mes aînés, ils sont AA, parce que bon, c'est la grâce, hein, je ne sais pas trop. Et puis voilà, mes parents nous ont entourés de cette affection. Et c'est ce qui manque chez les familles drépanocytaires en Afrique et surtout au Gabon. Souvent, l'enfant drépanocytaire est laissé pour compte au milieu de la famille. La structure familiale se désengage parce que bon, les moyens, il manque quelque chose, on se dit, bon, l'enfant va peut-être partir demain. Et c'est toutes ces choses que l'enfant, lui, quand il grandit, il se met dans une sorte de bulle et il ne veut pas affronter le monde. Mais justement, il y a plusieurs années, je pense que Prisca et Stéphane l'ont sûrement entendu, on disait de l'enfant drépanocytaire qu'il ne pouvait pas atteindre un certain âge, 18 ou 20 ans. On continue de le dire même. Voilà, c'était vraiment dans l'imaginaire. Non, moi, cette année, je vais avoir 38 ans. Pour moi, c'est énorme. Et vous l'avez vécu ça, cet imaginaire où on se disait que... Oui, bien sûr. C'était à chaque réunion de famille, que ce soit mariage ou anniversaire. Ah, celle-là, elle va crever donc. Ouf. Oui. C'était comme ça, brut. C'est pas, on te parle ça. C'est pendant les réunions comme ça, quand toi tu veux, tu te dis, bon, j'assiste aussi à la réunion, je peux assister, je fais partie de cette famille. C'est toujours en coulisses, tu vas entendre, oh non, elle ne peut pas être avec nous parce que bon, on ne sait jamais, tu sais, ces crises-là, elle peut peut-être partir d'ici 2-3 matins. Et ça m'a de plus en plus... Et je commençais à devenir rebelle avec mes cousins, mes oncles. Mais ce n'est pas de la rébellion où tu es un enfant impoli, mais c'est pour te démarquer, pour dire, mais je suis là aussi. Moi, je suis là, je suis votre enfant. Et c'est après, au fil des années, que mes oncles, mes cousins ont compris qu'en fait, bon, elle a peut-être passé l'âge de 18 ans, bon, on espère que... Et lorsque j'ai fait ma fille, elle a 16 ans, lorsque j'ai fait ma fille, ma tante, l'aînée de ma maman, elle est décédée, elle était jumelle. Elle est partie du village comme quelqu'un qui apprend que, je ne sais pas moi, on a nommé un enfant, elle est venue avec des vivres, parce que pour elle, c'était impossible que moi, je puisse avoir des enfants. Chéné, oui. Voilà, Chéné, je peux vous dire que vous êtes jolie. Oh, merci. Ok, d'accord. Voilà. S'il te plaît, elle est fiancée. Après, la vie continue en plus. J'aime toi. Voilà. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous dites à un enfant qui est atteint de la drépanocytose? Je lui dis de s'armer de force et de courage parce que c'est rien d'être drépanocytaire. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un de plus fort que l'autre, de plus brillant, je dirais, que celui qui est normal. Parce que celui qui est normal, il ne sait pas ce que c'est de crier, d'avoir mal. Donc, le jour où il est dans la douleur, il ne peut pas supporter. Alors que toi, tu sais supporter les coups, tu sais relever les défis. Donc, ne te dis pas que c'est la fin du monde. Si moi, j'ai pu me relever et être aujourd'hui mère d'enfant, responsable, je pense que toi aussi, tu peux le faire. Et justement, aujourd'hui, comment ça se passe avec votre petite famille? Oh, ça va très bien. Mes enfants, ma fille, elle est AS, mais elle n'a jamais... Bon, mes enfants, ils sont bien. J'ai fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, ce qui est l'examen qui définit si tu es SS ou AS. Stéphane, je t'invite à le faire. Bon, il n'y a pas de souci, hein, donc, cet examen-là, mes enfants, ils n'ont pas de traces, sauf ma fille. Et mon petit garçon, bon, ça va. J'ai jamais eu le quotidien que mes parents ont eu, à courir dans les hôpitaux, à chercher du sang. Non, tout va bien. Ils sont en santé, grâce à Dieu, je peux dire. Et aujourd'hui, vous militez dans des ONG, vous faites beaucoup de sensibilisation autour de cette maladie pour accompagner les parents, mais aussi les personnes nées avec la drépanocytose. Exactement. Moi, j'ai une association, Zoé Action, la vie Zoé, qui est dans la parole de Dieu,
Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé de méditer, de beaucoup lire la parole de Dieu. Oh, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé de mettre ma foi et tout ce que je pouvais avoir dans Christ. Et j'invite aussi les autres à le faire. Mais dans mon association, j'aide au quotidien des familles qui viennent. Il y en a qui découvrent à peine que l'enfant est pas. Et puis moi, je fais en fait office de relais. Je les conduis vers les médecins qui m'ont suivi toute petite. Je leur donne des conseils que moi, j'ai fait dans mon quotidien, comment manger, comment avoir une vie saine. Parce que ça aussi, c'est important, Oui. avoir une vie saine, avoir un quotidien bien. Et c'est ce que je fais pour que eux, ils ne se sentent pas lésés, marginalisés. Parce que les familles qui viennent vers moi, c'est toujours « Oh non, l'enfant, bon, j'ai les autres. Et puis elle tombe trop malade. Et puis je ne sais pas trop comment faire. » Je dis non, c'est normal que l'enfant est malade. Si tu ne sais pas qu'il faut prendre tel produit à telle heure, ben, c'est normal que l'enfant puisse être malade. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de rassurer ton enfant pendant ces crises, pendant toutes les douleurs. Et ne pas faire en sorte que les autres enfants puissent regarder celui qui est malade comme étant quelqu'un qui est coupé du monde. Et ça, c'est important de faire un peu de jouer un peu le rôle de psy pour que les familles soient des familles unies, qui s'aiment malgré la tare et la maladie de celui qui est malade. Est-ce que certaines familles viennent vers vous avec les mêmes interrogations, bien sûr, et puis ces mêmes suspicions de problèmes mysticaux, religieux, oui. comme ça se passe en Afrique, comme vous avez vécu? Oui, beaucoup, énormément. Il y en a qui sont rejetés de leur famille. Je vous dis, c'est quelque chose que les familles n'arrivent pas à gérer. Ça devient comme... ils ont honte, en fait. Beaucoup de Drepa ont honte de leur statut parce que au niveau de la famille, c'est comme si, bon, vous êtes... vous avez déjà, vous voyez, j'ai des yeux émeraudes. C'est des yeux jaunes de quelqu'un qui a de terre. Donc, pour moi, j'appelle ça des yeux émeraudes. Donc, au niveau de certaines familles, on va... Oh non, l'enfant, il a les yeux jaunes. On peut pas... Donc, ou bien l'enfant a un ventre, ou bien l'enfant est toujours en train de dire « j'ai mal à la hanche ». Les familles vont toujours t'écarter de certaines choses et on va dire « bon, elle a les enfants malades, elle ne peut pas venir ». Alors qu'on a besoin de nos familles, on a besoin d'être entouré des gens, d'affection. Et c'est surtout ça qui fait le socle de notre processus dans la guérison. Oui. Parce que si mentalement tu es déjà cassé, que voilà, tu es malade et puis tu peux pas être avec les autres, ça ne joue pas en ta faveur, même si tu prends tout ton protocole de médicaments. Donc vraiment, j'incite beaucoup les familles à s'unir et à prendre les enfants comme étant des enfants de tous bords qui sont normaux, et puis faire comme si de rien n'était. Une crise, ça peut se gérer. Mais moi, je voulais savoir, vous parliez de... Vous disiez que vous ne faites plus de crise. Oui. J'aimerais savoir, c'est à force de traitement ou bien, je ne sais pas si arrivé comme ça, parce qu'on sait que les drépanocytaires, les crises, bon, il y en a sur la plateforme et les forums Facebook qui se demandent si je fais de la pub, mais je ne fais pas de la pub, je parle de mon quotidien. Cliniquement, j'étais morte à 8 ans et de là, c'est là où j'ai vu le Christ. Donc moi, je peux dire que ce n'est qu'une grâce. Parce que j'ai passé ma vie, je vous assure que c'est pénible de se réveiller le matin, vous êtes peut-être 10 comprimés comme ça. De les boire, et avant midi, vous buvez. En mangeant, vous avez des trucs à boire, c'est pénible. Pendant la crise, vous avez le sang qu'on doit vous donner, vous avez peut-être les plaquettes qu'on doit vous donner, tout ça là pour vous remonter. Tu deviens en fait comme un rat de laboratoire. Tu es là, tu n'as pas de vie, tu ne peux pas jouer. Oh non, ne joue pas trop. Non, tu vas te tomber, tu vas te faire mal. C'est pas une vie. Et vraiment, c'est une grâce que j'ai eue de m'en sortir, de partir de là et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je ne permets pas en fait aux familles que je rencontre d'être, d'être dans un état où eux, ils ne peuvent pas se battre pour ça. Je ne le permets pas parce que c'est quelque chose qui nous range dans l'esprit. Et si vous n'avez pas des amis qui vous aiment pour ce que vous êtes, une famille qui vous aime pour ce que vous êtes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Le plus important, c'est que vous soyez là. Parce que c'est une maladie, il faut savoir déjà que c'est la première maladie héréditaire dans le monde. Ouais. Donc ça, c'est énorme.
Peut-être c'est une question un peu poignante. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'elle va vous toucher. La crise, elle se manifeste comment? Elle est de tous bords. Hein. Vous avez les crises vaso-occlusives, mais comment elle se manifeste, c'est-à-dire, je ne sais pas, bon, Mireille, voilà, au niveau de la douleur, c'est... Bon, les hommes, ils ne peuvent pas comprendre, mais les femmes, elles peuvent. Une femme qui a déjà qui a déjà fait un garçon, parce que les contractions des garçons sont plus difficiles, vous multipliez un petit peu par 10, ben c'est un petit peu le niveau de douleur à gérer. Il faut beaucoup avoir de la douleur. Hein. Donc ça, si vous avez déjà le minimum là de la contraction du garçon multiplié par 10, bon, vous essayez de voir quand le petit enfant de 5-6 ans doit gérer ça. Donc, c'est un petit peu. Ça peut durer comment? Juste, je ne sais pas, par exemple, moi, c'est un temps la parente, je ne sais pas, je n'ai pas, on n'a pas encore diagnostiqué, par exemple, la drépanocytose sur mon enfant. Lors de sa première crise, qu'est-ce qui peut être un signe pour que je sache qu'il faut que j'amène l'enfant à l'hôpital? Vous avez des fatigues. L'enfant sera beaucoup fatigué, plus essoufflé que les autres. Oui. Vous avez également l'ictère que je vous dis, c'est l'un des signes physiques. Hein. Oui. Physiquement, les yeux de l'enfant sont jaunes. Oui. Il faut vraiment avoir un œil particulier sur les enfants parce que bon, les mamans d'aujourd'hui sont un peu défaitistes, mais il faut avoir un regard particulier sur nos enfants. Vous avez l'ictère, vous avez les signes de fatigue, vous avez ces crises-là. L'enfant va vous dire qu'il a mal aux articulations. Donc les différentes articulations, les hanches, les os, voilà, les genoux, etc. Il aura mal. Vous avez les bouffées de chaleur pour certaines personnes. Vous avez également le manque d'oxygène qu'il va ressentir, il sera beaucoup étouffé. Donc il y a pas mal de signes que l'enfant peut manifester. Quand il est tout petit, vous ne pouvez pas savoir. Mais avec l'examen que l'on devrait normalement mettre comme examen prénatal aussi, l'électrophorèse, vous pouvez directement savoir que vous avez un enfant drépanocytaire, alors prendre des mesures et des précautions qui vont avec. Donc sans ça, vous ne pouvez pas facilement déceler que vous avez affaire à un enfant drépanocytaire. Donc les examens prénataux sont très très importants pour, Oui, c'est très important, c'est très important. Déjà avant de se mettre en couple, de se mettre en couple, il faut regarder son statut. Oui. De la même manière qu'on regarde son statut sérologique, c'est de la même manière qu'on devrait regarder son statut pour savoir, bon, moi je suis AS, ok, j'ai mon Rhésus plus, je suis de groupe A, mais je suis AS. Est-ce que je peux faire des enfants avec un homme AS? Quels sont mes risques? Les risques de faire moi AS et lui AS, les risques d'avoir un enfant de drépanocytose, c'est 1 sur 4. Donc vous avez un enfant sur les 4 enfants qui va tomber directement drépanocytaire SS. Et ça, je vous dis, il faut avoir du pognon. Et vous êtes AS? Ah non, je suis SS. Et si moi je suis O+? Non, c'est pas le groupe sanguin. C'est différent du groupe sanguin. Ah d'accord. Moi je pensais que c'était le groupe sanguin. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Oh là là. Moi je voulais bien savoir. Non, le groupe sanguin, le Rhésus, c'est autre chose. Là, ça s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. Voilà. Ça, c'est avant qu'on ne se mette en couple. Non, vous pouvez vous mettre en couple, mais avant de faire des enfants, avant d'avoir des projets de faire des enfants. En fait, c'est un examen qui est fait de manière systématique aux patients. Qui devrait se faire systématiquement. Voilà. Mais pour le moment, ici, dans notre pays, au Gabon, on n'avait pas encore... c'est pas encore obligé en fait, c'est pas encore à part lorsque la patiente, la maman est par exemple AS. Voilà, à part lorsque la patiente présente déjà la tare, oui. Tout de suite les médecins vont lui dire non, on va regarder si on va faire l'examen pour dans le liquide amniotique pour savoir si l'enfant ou alors votre partenaire emmenez-le pour qu'on fasse l'examen. Comme ça, on sait directement que le futur bébé qui arrive, il sera porteur ou pas. Et ça, c'est important. Oui, c'est important. C'est très important. Et c'est ce que nous ne faisons, enfin, ce que les gens Ah non, ne font je pas. suis sûre que Stéphane, lui, s'il a une chérie, il va directement aller. Et puis si elle tombe enceinte, Alléluia. Je suis enceinte. Comment que nous en fait, elle vient juste mais non, pas tout le monde en Afrique ne le fait pas. J'écoute ce qu'elle dit, oui. Tout le monde en Afrique ne le fait pas. Il y a des gens qui prennent maintenant conscience qu'il y a des choses qui sont importantes. C'est ça aussi l'évolution. Après, on n'est plus esclaves. Après ce que j'ai écouté, je sens que là, je prends conscience maintenant. Voilà, il faut obligatoirement prendre l'importance des journées internationales comme celle-là. Voilà. Et peut-être un dernier mot chez les Mazogo pour cette journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Moi, j'inciterais les gens à aller... Il y a la Fondation Louise
qui fait le Drépa Tour depuis le 19 jusqu'au 25. Essayez de vous renseigner sur les pages Facebook pour aller faire le dépistage. Et de mon côté, moi, j'ai la journée du 22 qui sera faite, une journée de collecte de dons en faveur des enfants drépanocytaires. Donc tout ce qui est médicaments, tout ce que vous pouvez apporter pour leur permettre, voilà. Parce que j'aurai des enfants qui seront là pendant la journée, on aura des scientifiques qui expliqueront toute la thématique là, avec plus de détails, etc. Ben, ça ne me dérange pas de recevoir. Et je dis bonne chance à ces familles et beaucoup de courage à tous les enfants drépanocytaires de l'Afrique surtout. Merci Chelem Bazogo, on se retrouvera Pensez que sûrement. vous pouvez me coacher comme ça pour parler Stéphane, elle peut moi y a te pas dire de au problème, revoir. hein. Pour moi, Donc on prend au rendez-vous revoir. quand C'était pour quand Prochainement. Prochainement, c'est-à-dire prochainement, attends. C'est quoi ton La problème? Terre peut exploser. Franchement. Non, il est chaud. Stéphane. Il est chaud là, tu vois. Il est chaud. Stéphane, Il est chou? Oui, Quoi? qui est Mais chaud. attends. il est chaud Ça à sa manière, c'est tout. Ah ben merci, Ça, c'est c'est chaud. gentil, franchement. Pour Ça, une fois c'est qu'on chaud. m'apprécie, attends, voilà quoi, te raconte pas aussi quand même. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, moi ce Il sera est un chaud. plaisir pour moi Il est chaud. franchement de vivre cette aventure avec vous. Franchement ça va me faire énormément plaisir et je vais apprendre en plus. Non, juste l'aventure de Grépin. Hein. Bon après ça Voilà. peut, bon maintenant après Non, c'est pas non, nous qui Stéphane, décidons. Ça c'est peut bon. pas, Stéphane, malheureusement. c'est Non, bon. j'ai Tu es rien chaud. dit. J'ai rien dit. Stéphane, tu es Mais- chaud. non mais moi j'ai rien dit. Chelem, on Je dis va juste se dire que, aussi au après, revoir. Merci c'est- beaucoup à vous. C'est quoi Merci. C'est nous qui vous c'est remercions. quoi, tout ça Voilà. Stéphane, on se retrouve demain. Ouais, mais bien sûr, on se retrouve demain. Demain, on parle de justice, d'incarcération, voilà. Donc, c'est avec plaisir on va passer cette journée. Et déjà, merci de nous avoir suivis. Et voilà. Prisca, demain, c'est le 4e rendez-vous de la semaine. Oui, et demain pour moi c'est déjà le week-end. En même temps, je voulais remercier Shelley. J'espère que les parents qui ont suivi Shelley, ça vous a boosté comme ça moralement et ça vous fait prendre encore plus conscience sur l'importance de prendre ses enfants en charge. Et beaucoup de courage à vous. On se dit à demain et portez-vous bien sur nos programmes. Voilà, on Alors, se retrouve Katsai. donc demain et passez une excellente journée en compagnie des programmes de Label Télévision et Radio. Avec Katsai. Tu es chaud, Stéphane. Oh, c'est gentil de me dire ça, Mimi. Non. Ça arrive pas tous les jours. Hein. C'est la première et dernière fois que ça arrivera. Donc, Ah, c'est dommage. Remets. Ouais, Ice Baby. Quoi? Mais vas-y, parlez, dites quelque chose.